Bonjour, et puis merci beaucoup d'être venu pour nous soutenir dans ce moment difficile pour l'IDEAP. On savait qu'on allait avoir une sacrée concurrence. Il y a le pape à Genève, il y a la France qui joue contre le Pérou, mais vous avez quand même trouvé le chemin pour nous soutenir et nous apprécions beaucoup. C'est un moment difficile, c'est un moment dur, c'est un moment triste aussi. On perd d'un seul coup 80 ans de soutien, d'expertise de l'IDEAP. On a 3 profs qui partent tous ensemble. Et puis si vous calculez combien d'années ils ont travaillé ici, donc ça fait tout juste 80 ans. Et ces 80 ans, on ne peut pas les remplacer si facilement que ça. Donc ils partent. Ils ne sont pas remplaçables. Et puis nous cherchons à faire notre mieux pour trouver d'autres solutions. Ce qui s'apprête assez difficile pour le moment, mais on est là aussi pour trouver des solutions. C'est un peu le message, notre mission à l'IDEAP. Et puis nous sommes en train de le faire et puis confident que ça va bien se passer. Alors, nous avons longuement discuté comment nous allons organiser la soirée. Vous voyez, il y a 3 personnes qui partent, des profs, et puis vous savez bien, si on donne la parole à un prof, il la garde, et puis ça risque de durer longtemps. Alors si vous avez 3 profs qui partent, on est facilement là pendant 3 heures, donc on ne mangera pas, même
Alors on a dit qu'il faut trouver une journée qui dure un peu plus longue. Donc on a trouvé la journée la plus longue. On a recalculé, recalculé, mais on n'arrivait pas au bout. Donc on s'est dit on va organiser cette soirée d'une manière un peu différente. Donc ce n'est pas les profs qui vont faire une leçon d'adieu, qui vont parler pendant 3 heures, 1 heure, de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont écrit. C'est bien de se valoriser soi-même, mais nous, on est obligé de le faire tout le temps. On va les faire valoriser par d'autres. Et je vais tout de suite vous expliquer après comment la soirée va se passer. Mais on a encore un petit élément officiel. Et puis pour cela, pour cet élément, je demanderai au doyen de notre faculté de venir sur scène pour présenter rapidement ses adieux. Laurent Morveillon, notre doyen. Alors, comme c'est officiel, c'est pour ça que j'ai des petits papiers, parce que ça n'irait pas. Si j'improvisais comme Andreas, je vais aussi vous rassurer, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu difficile quand on fait ce type de cérémonie, parce que cérémonie, il faut qu'elle ait lieu. Mais ce n'est pas non plus une nécrologie, parce que j'aimerais juste vous dire que, d'abord, j'aimerais vous rassurer, je ne suis pas du service sanitaire de l'université, mais ils vont bien. Ils sont là, ce n'est pas des sosies, donc ils sont en pleine forme. Je me suis assuré tout à l'heure que tout se passait bien, le pouls va extrêmement bien. Donc, je ne vais pas évidemment passer 3 heures à vous expliquer tout ce qu'ils ont publié et pourquoi on est évidemment un petit peu triste et pourquoi ça va être dur de les remplacer. Donc ça va être relativement court. Ce que je voulais aussi vous expliquer, c'est que quand on fait ce genre de cérémonie, on est triste, ouais, on est nostalgique parce qu'on se dit, je vais quand même venir à des choses un peu plus officielles, je vous rassure. Mais c'est vrai que on se dit, mais s'ils n'avaient pas été là, comment est-ce qu'on aurait fait? Et en fait, ce que je voulais vous dire, je vais commencer peut-être par quelque chose d'un peu provocateur, mais la faute à tout ça, c'est la faute à l'AVS. Parce qu'on a bien voulu, il y a quelques années, monter à 75 ans, pour les hommes et 78 ans pour les femmes, eh ben, il serait là, et puis je ne serais pas en train de vous faire un discours inutile, officiel évidemment. Donc on dirait merci à l'Assemblée fédérale, évidemment, parce qu'il serait toujours là. Et là, à 75 ans, je peux vous dire, ils auraient le même pouls. Et ils seraient toujours en forme, et on dirait c'est dommage que l'AVS ne les retienne pas jusqu'à 85 ans. Donc aujourd'hui, on fait avec une loi dépassée, on fait avec une loi qui n'a pas été modernisée, donc on fait avec, raison pour laquelle ce discours sera un peu empreint de nostalgie. Alors, ceci posé, il faut quand même que je sois un petit peu sérieux, parce que je parle sous le contrôle de mon vice-recteur, et puis comme il est RH, il faut toujours mettre à la porte à la fin de cet exposé. Et donc je vais essayer de tenir je vais essayer un petit peu de tenir donc, comme je peux. Alors ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est vrai que c'est le doyen le doyen de cette faculté qui a le plaisir d'ouvrir cette cérémonie d'adieu avec beaucoup de fierté, mais évidemment aussi, on l'a dit avant, mais avec beaucoup de nostalgie. Parce que quand c'est non seulement mes 3 collègues qui partent à la retraite, c'est un peu la famille qui se réduit. Je vous rassure, on n'est pas en train de couper des membres, mais c'est vrai que ça fait un petit peu drôle. Et Andreas l'a rappelé, c'est 80 ans qu'il faudra combler. Je crois que c'est assez important de le dire. Alors bien sûr que les liens professionnels, les liens d'amitié, ils vont rester. La collaboration, elle va rester. Donc ils ne sont pas mis dans le formol, je vous rassure. Surtout qu'ils n'ont que 65 ans, 64 ans pour les uns et pour les autres. Mais c'est vrai qu'il faut quand même le dire, ces 3 professeurs honoraires, on ne les présente plus, évidemment. Ils ont apporté à l'IDEAP, à la faculté, et puis à l'UNIL, leurs compétences, leur disponibilité, leurs sciences respectives. Et ils ont permis à l'UNIL de développer toujours plus son aura, son positionnement et son respect dans le paysage académique suisse, européen, et on peut dire aussi international. Alors je crois que je peux me permettre, je peux me hisser à me hasarder à dire que je peux me permettre en votre nom de les remercier et de les féliciter pour tout ce qu'ils ont fait, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. 3 personnes, je vais très rapidement les présenter parce que je crois que ça serait leur faire insulte que d'être trop long pour chacune des personnes. Je commencerai par Madame Orbert Papazian, d'abord parce que c'est une femme.
et puis qu'elle a la retraite plus tôt. Non, donc c'est de la chance qu'elle a aujourd'hui, si je peux dire ainsi, qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui sera à sa retraite à partir du 31 juillet prochain, si je ne m'en abuse, hélas. Professeur ordinaire, spécialiste en politique locale et évaluation des politiques publiques, auteur de très nombreuses publications reconnues en Suisse et à l'étranger. Eh bien, ce qu'on lui dit, comme elle a gagné plutôt avec l'AVS, qu'elle continue à publier et continuer à faire connaître l'IDEAP, même si elle est un peu poussée dehors, pas par nous, pas par l'UNIL, mais par la loi sur l'AVS. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez fait et merci d'être patient. Le deuxième membre de la famille, alors je n'ai pas fait un choix, donc n'y voyez pas on n'est pas aux Jeux Olympiques, on n'est pas au Mondial, donc il n'y a pas des premiers, deuxièmes, vous êtes à égalité, hein, donc j'ai un peu tiré comme ça. Je voulais parler de Lucius Madère, qui a dû avoir déjà fait valoir ses droits à la retraite, si je m'abuse, en mai 2018, donc c'est déjà fait, si je peux dire ainsi. Professeur ordinaire, spécialiste en législation, en méthode et techniques législatives, suppléant à l'OFJ, très respecté, c'est un juriste qui parle, alors je peux quand même parler de ma boutique aussi, de temps en temps, très respecté et très admiré aussi dans son domaine de compétences, tant en Suisse qu'à l'étranger. On le lit partout. Continuez à produire, continuez à dire ce que vous pensez, surtout dans un monde où le droit, vous savez mieux que nous tous ici, mais évolue à une telle vitesse que souvent, quand la loi entre en vigueur, on dit mais qui c'est qui l'a pondu, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à ça? Eh bien voilà, on a besoin de vous dans les 20 ans qui vont suivre ce départ. Continuez à disons, allumer le feu rouge en disant mais relisez vos textes, demandez-vous c'est quoi le fondement, c'est quoi le but de la loi, c'est quoi qu'on veut faire. Et je crois qu'aujourd'hui, si la loi souvent, enfin là je parle peut-être plus dans mon domaine qu'est le droit pénal, mais si la loi change souvent ou trop souvent, c'est parce qu'on n'a peut-être pas pris c'est pas de votre faute, hein, on n'a pas pris la distance nécessaire pour dire mais est-ce qu'il fallait vraiment la changer? Je crois que le droit des sanctions est un très, très bel exemple ici de la situation. Troisième, je prends Daniel parce que je le connais, puis je ne voulais pas qu'on croie que je l'affectionne. Je l'affectionne évidemment, mais parce qu'on a peut-être plus eu de domaines communs. C'est Jean-Loup Chaplet qui nous quitte au 31 juillet 2018 aussi, donc professeur ordinaire, spécialiste en management public et en système d'information, ancien cadre du CEO. Je me souviens très bien en 2006, on était très triste de voir que Turin avait passé avant nous. J'aimerais dire précurseur en matière de politique et de management du sport, expert pour la Commission européenne pour le sport de masse. Il nous quitte, mais on espère qu'il va rester. Enfin, on espère que vous trois, vous allez rester très proches de l'institution. C'est vrai que ça va faire aussi un vide, surtout que Jean-Loup, vous le savez, est un grand amateur de mondial, je ne sais pas, mais en tout cas de sport, management du sport, en tout cas, on en a souvent parlé autour d'une table et c'est vrai que c'est quelque chose qui va beaucoup nous manquer. Nous avons des projets aussi que nous allons peut-être développer. Je remercie aussi pour tout ce qu'il a fait. Avant que vous les applaudissiez, j'aimerais aussi dire que, outre évidemment que le fleuve d'éloges ne tarira jamais, mais ce n'est pas une nécrologie, donc je vais être relativement rapide, je vous rassure, mais j'aimerais dire que l'éloge, il ne porte pas seulement sur les connaissances et les compétences académiques des uns et des autres, mais j'aimerais aussi dire que, vous les connaissez, ce sont 3 êtres humains qui sont ici, connus et respectés pour leur humilité, pour leur simplicité, pour leur humanisme, pour leur disponibilité au service de l'institution, d'abord l'IDEAP évidemment, puis l'UNIL, comme au service de la cité, la société elle-même et l'administration publique. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas que des numéros de fonctionnaires, mais c'est aussi des êtres humains, et je crois que c'est très important dans la société que l'on connaît aujourd'hui. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ces collègues ont contribué à porter l'IDEAP, là où l'Institut se trouve aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux, et de faire cette entité de la faculté comme de l'UNIL, sa respectabilité, son objectivité et son aura. Et là, je crois qu'on peut vraiment, disons, en toute modestie, les féliciter et les applaudir.
Voilà, je vais m'arrêter là parce que la suite de mon papier, il est blanc. Donc en fait, j'ai pas d'idée, je peux dire ainsi. Et puis je pense que il faut arrêter les officialités maintenant. Il faut passer à la fête. Et je rends la parole à Andreas. Merci. Voilà, merci beaucoup, Laurent. Doyen de la faculté de droit, des sciences criminelles et de l'administration publique, et puis pour une grande partie responsable à ce que l'IDIAP se sente si bien au sein de l'université, donc depuis notre intégration. Bon, on va tout de suite commencer, mais permettez-moi encore, c'est un peu l'histoire avec le microphone et les profs, permettez-moi encore de vous dire 3 choses personnelles sur nos chers profs qui partent, des expériences, parce que quand je suis venu à l'IDIAP en 2006, ils étaient déjà là, donc l'IDIAP, avec Jean-Loup, avec Lucius et puis avec Katia, c'était pour moi l'IDIAP. Mais il y a des choses qui me sont restées déjà de l'avant, et je commence peut-être par Katia, que je connais déjà plus longtemps que cette période que j'ai passée à l'IDIAP. On a commencé à travailler ensemble il y a 30 ans à peu près. J'étais encore à Zurich, et j'étais dans un bureau avec tes collègues, et puis souvent elle appelait, et puis mes collègues prenaient le téléphone, et puis ils m'ont dit « Là, on parle français ». Ils ne pouvaient rien dire, ils ne pouvaient rien comprendre parce qu'elle a toujours une façon assez rapide de s'exprimer. Donc, pour mes collègues, c'était toujours un grand choc, mais on a pu continuer malgré tout cette collaboration. Et puis, Katia était pour une grande partie, oui, pour une grande partie responsable que je sois venu à l'IDIAP finalement. Donc, c'est un peu à cause d'elle que moi, maintenant, je suis là. Quand je suis arrivé, Jean-Loup était directeur de l'IDIAP. Et puis, il a beaucoup contribué que je me sentais tout de suite à l'aise. Donc, ce n'est pas évident pour un Zurichois d'aller travailler à Lausanne. Donc, c'est quand même un petit changement, même si j'étais à Berne avant. Mais Jean-Loup a une façon de diriger l'Institut et puis de me faire des choses sans que je me rendais compte. Alors, moi, j'appréciais beaucoup. Mais d'un coup, je me retrouvais en Chine. Je ne savais même pas pourquoi. Parce qu'il avait un truc qu'il fallait faire là avec une école, summer school. Et puis, il cherchait quelqu'un. Et puis, je me suis demandé pourquoi je fais ça. Ou bien, je me retrouvais éditeur d'un manuel, quelque chose que je déteste. Et j'avais tout de suite à faire avec 40 collègues qui ne rendaient pas leurs travaux. Je ne savais pas pourquoi j'ai fait. Mais j'ai compris une chose, ce qui est le plus important dans un institut universitaire, c'est trouver la compliance. Donc, faire les gens faire des choses qu'ils doivent faire sans qu'ils se rendent compte, évidemment, et puis sans qu'ils puissent dire non. Donc, merci à toi aussi, Jean-Loup. Et puis, finalement, Lucius, duquel j'ai beaucoup apprécié, enfin, beaucoup profité, apprécié surtout son travail, mais aussi beaucoup profité, parce qu'on est souvent demandé comment ça se passe au sein du Conseil fédéral, comment ça se passe dans les affaires politiques et tout ça. Et puis, j'ai vraiment beaucoup apprécié ces discussions que nous avons eues lors des fêtes, où il m'a pu m'expliquer d'une manière calme, tranquille, comment vraiment étaient les choses, et puis corriger un peu la perception qu'on a quand on suit la politique par les médias. Et même pour nous, en tant que chercheurs, ce n'est pas toujours évident de comprendre si on n'a pas d'autres sources d'informations. Alors, pas seulement pour l'institution, mais aussi pour moi. Ouais, un moment triste, parce que ces 3 personnes que j'apprécie énormément qui partent, mais c'est comme ça. La vie continue. Bon, vous voyez, si vous donnez un micro à un prof, il parle. Mais maintenant, on va faire ça de manière plus professionnelle. Donc, j'accueille sur scène Nathalie Rondin, journaliste, qui va animer la soirée et puis qui va guider un peu les entretiens de manière à ce qu'on arrive à terme, enfin, on arrive avant la nuit. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est un grand plaisir de partager cette soirée avec vous et de vous accueillir pour cette première soirée de l'été, la journée la plus longue de l'année et peut-être la plus chaude. Nous avons la chance ce soir de célébrer 3 parcours hors du commun, 3 destinées exceptionnelles. Et j'ai le plaisir d'appeler à venir me rejoindre sur scène Katia Orbert, Papazian. Oui, ici avec nous, vous allez pouvoir vous installer ici derrière cette petite table, Katia.
Bonsoir et bienvenue. Jean-Loup Chaplet, venez nous rejoindre. Et Lucius Madère, bonsoir à vous. Nous sommes là ce soir pour vous célébrer. 3 personnalités, 3 parcours. Alors très rapidement, une professeure helvético-canadienne née à Montréal, qui est devenue la grande papesse des évaluations des politiques publiques en Suisse, une experte du terrain. Un spécialiste de l'olympisme, homme du monde arrivé en Suisse pour travailler au Comité international olympique, un parcours qui vous a amené à voyager dans le monde entier et à participer à 22 éditions des JO. Et un grand spécialiste du droit public, parfait bilingue, directeur suppléant de l'Office fédéral de la justice. Vous avez soufflé dans l'oreille des conseillers fédéraux, Lucius Madère, pendant très longtemps. On dit normalement souffler dans l'oreille des chevaux, hein, c'est ça, mais vous, c'est souffler dans l'oreille des conseillers fédéraux. Et vous êtes un très fin connaisseur de la Berne fédérale. Votre influence a même dépassé nos frontières puisqu'elle est allée jusqu'à Bruxelles. Alors, nous avons choisi ce soir, pour vous, d'évoquer leur parcours à travers des photos et illustrations. Nous avons demandé à nos 3 professeurs de chacun choisir 5 photos, 5 illustrations qui marquent les moments forts de leur carrière et qu'ils avaient envie de partager avec vous. Nous allons commencer par Jean-Loup Chaplet. Ça a été décidé parce que c'était par ordre alphabétique. Voilà, donc on va commencer avec vous, Jean-Loup. Peut-être un mot pour dire que vous êtes, ok, ça on a compris que vous étiez professeur de management public, spécialiste du management du sport en Suisse. Ça va être difficile de gérer micro et zapette, mais je vous propose que nous découvrions ensemble votre première image et vous allez nous expliquer pourquoi vous l'avez choisie. D'accord. Merci. Bonsoir à tous. Donc effectivement, j'ai choisi cette image que j'ai faite avec ma femme il y a quelques années en arrière, assez longtemps même. C'est des Playmobil, comme vous pouvez voir. C'était la couverture d'un livre, la 3e édition d'un livre qui s'appelle « Un langage pour l'organisation », qui a eu beaucoup de succès et qui présente une méthode pour l'organisation et qui permet de faire dialoguer les différentes parties prenantes, comme on dit maintenant, du bureau et qui sont représentées ici par des Playmobil. Donc voilà, c'était un livre qui a eu beaucoup de succès et les Duplos sont devenus très à la mode. Pas les Duplos, c'est les Playmobil, pardon. Playmobil, oui. À l'époque. Qui date de quand ? 2004. Et qui est toujours d'actualité, bien sûr. Oui, oui, ça enchaîne toujours. Enfin, c'est un peu vieux maintenant, mais tout ne vieillit pas si vite. Alors, pourquoi cette image, vous voulez savoir ? Eh bien, vous reconnaissez Mao Tse-tung. C'est pas que je suis un fan de Mao Tse-tung, mais j'ai beaucoup cru à la Chine. J'ai travaillé en Chine il y a très très longtemps, avant de venir à Lausanne. Et c'était un clin d'œil, en fait, à cette Chine qui est 1,3 milliard d'habitants, donc avec beaucoup d'étudiants, 35 millions d'étudiants par rapport à la Suisse qui a 8 millions d'habitants. Donc, c'est un marché considérable. Et c'est aussi l'idée que Mao Tse-tung dit qu'il faut toujours, disait en tout cas, qu'il faut toujours reposer sur ses propres forces, se compter sur ses propres forces, et pas sur les forces des autres. Et vous trouvez que c'est un bon conseil ? C'est un bon conseil, oui. Vous avez habité en Chine combien d'années ? 2 ans. 2 ans. Je travaillais à l'ambassade de France en Chine. 2 ans. Et c'était une expérience marquante pour vous ? Oui, j'ai essayé d'apprendre le chinois, je le racontais tout à l'heure, mais c'est très très difficile le chinois, je n'ai pas pu. Voilà, mais je ne regrette pas, bien sûr. Magnifique, ça marche. 3e image. Alors ça, c'est les Jeux Olympiques, je crois que vous le reconnaissez tous, les Jeux Olympiques de Rio. Effectivement, là, c'était mes 21e Jeux Olympiques. Je précise tout de suite que je n'ai pas participé comme participant, enfin comme athlète, mais comme spectateur en général, ou au CIO, ou dans d'autres fonctions. Et là, c'était effectivement au milieu de ces Jeux dans le célèbre stade de Maracanã, qui est un des plus grands stades du monde.
Et pour vous, est-ce que Rio a une place particulière en tant que ville ou en tant qu'expérience olympique? Ah ben, si vous voulez voyager, Rio, c'est une des plus belles villes du monde. Oui, c'est absolument incroyable. Le site est magnifique, la ville, les gens, etc., les cariocas, tout ça. Très, très belle ville. Et en tant qu'expert du management, on se pose quand même la question, vous avez fait 22 JO, vous aviez quel rôle quand vous alliez par exemple dans le stade ou participiez à la... Bon, là j'étais pur spectateur, hein, mais bien sûr, les JO, c'est un des plus gros projets qu'on peut imaginer. Enfin, c'est le plus gros projet qui existe sur Terre, pratiquement, d'organiser les JO d'été en plus que ceux d'hiver. Et donc, je me suis toujours intéressé à ces coulisses de l'organisation. Et quand j'étais au CIO, je travaillais à ça. Quand j'étais dans des candidatures aussi, tout à l'heure, on a rappelé les candidatures de Sion 2006. Ben voilà, c'était ce qui m'intéressait essentiellement, c'était l'organisation de ces grands événements. Très bien, magnifique selfie. Alors, ça, c'est un livre que j'ai fait avec deux collègues, un collègue français qui s'appelle Alain Ferrand, de Poitiers, de l'Université de Poitiers, et un collègue canadien, québécois, de l'Université d'Ottawa, qui s'appelle Benoît Seguin. Et on est très fiers parce que ce livre est traduit en 5 langues, probablement une 6e en chinois, mais on n'a jamais eu un exemplaire. Mais oui, parce qu'en Chine, ils sont assez peu regardants sur les droits de propriété intellectuelle. Mais là, donc, ça a été écrit en anglais, on l'a traduit nous-mêmes en français, et puis ça a été traduit en russe et en japonais et coréen même. Donc parmi les plusieurs livres que vous avez édités, publiés, c'est celui qui a le plus de succès? Plus de succès, je ne sais pas, mais qui a le plus été traduit, oui, incontestablement. Il est consacré au marketing olympique. Finalement, le secret du marketing olympique, s'il y avait une idée à retenir, puisque vous avez étudié ça pendant des années, quel est ce secret? Il est tout simple, c'est qu'il repose sur le symbole le plus connu au monde, c'est-à-dire les anneaux olympiques, et que ça a une grande valeur. Quand vous montrez les anneaux olympiques à n'importe qui dans le monde entier, tout de suite les gens reconnaissent les Jeux olympiques. 95% de la population reconnaît les Jeux olympiques. Donc c'est un logo, une idée, logo, une valeur. C'est une marque, c'est beaucoup plus, quoi. C'est toute une idée. Très bien, nous allons découvrir votre dernière photo, Jean-Loup Chaplet. Voilà, alors c'est pour ma retraite, c'est un attendez. clin d'œil à ma femme qui est dans le fond de la salle. Voilà. C'est le lac de Saint-Point, dans le Jura bernois, je crois. Non, Jura tout court. Et puis avec... Lac Saint-Point, est-ce que c'est pas dans le Jura français, tout près de la mais frontière ça, du canton de Vaud? Ça, c'est en Suisse, c'est pas le lac de Saint-Point, je confonds. Comment s'appelle ce lac? Ma femme le sait. Bon, un magnifique décor jurassien. Voilà, un jour d'automne, l'année dernière, avec nos deux chiennes. Une, malheureusement, est morte. Et la deuxième n'est pas en très grande forme, mais voilà. Donc, c'est pour la retraite, ça. C'est l'évocation de ce qui vous attend. Entre autres. Merci. Mais c'est un magnifique décor de sérénité et de plein air. Merci beaucoup, Jean-Loup Chaplet. Merci d'avoir partagé ces 5 images. Katia Orbert, Papazian, à vous, est-ce que vous voulez vous-même gérer les images? Non. Alors, professeur de politique locale et d'évaluation des politiques publiques, vous avez été ici étudiante, aujourd'hui professeur. Vous êtes l'une des grandes références des évaluations en politique publique en Suisse et vous allez nous expliquer ce qui se trouve sur votre première image. Absolument. Alors, si vous le permettez, je me déplace parce que sinon, je ne vous vois pas derrière cette grande table. Alors, je vous propose maintenant de commencer en pensant à Raimund Garmann. Beaucoup d'entre vous ont eu le plaisir de le connaître. Raimund Garmann a été le fondateur de l'IDEAP. Il a eu le courage de relever le défi qui lui a été lancé par Enrico Bignami, qui, après avoir fondé une business school, a voulu fonder l'équivalent pour le secteur public. Et je dois dire que j'étais particulièrement heureuse, comme vous l'avez dit, madame, d'entrer dans la communauté de l'IDEAP très tôt dans son histoire, parce que cela m'a permis de participer à des discussions tout à fait passionnées et passionnantes
pour déterminer comment nous allions ancrer les 3 piliers de l'IDEAP, la recherche, l'enseignement et l'expertise, et puis aussi de me battre avec tous mes collègues pour que l'on fasse reconnaître l'IDEAP au niveau du monde académique et au niveau du secteur public. Merci, monsieur le doyen, de nous dire que c'est chose faite, mais on va continuer à se battre toujours, et bien sûr maintenant au nom de l'université. Certains se demandent peut-être dans la salle pourquoi j'ai été choisie par l'IDEAP pour reprendre le cours de politique locale. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a 2 versions. Il y a la version officielle. La version officielle, c'est comme Madame l'a dit. Au fond, j'ai suivi avec l'un de mes collègues, Laurent Thévaux, alors que nous étions tous les 2 rattachés à la communauté d'études pour l'aménagement du territoire, qui est un institut rattaché à l'école polytechnique. Nous avons suivi la formation de l'IDEAP et nous avons suivi le cours de politique locale juste l'année où le professeur qui était responsable de ce cours, le professeur Linder, était parti. Donc, nous avions des professeurs qui n'étaient pas forcément les grands spécialistes de la question, mais peu importe, ils nous parlaient de politique locale de façon très, très théorique. Et nous étions tous les 2 sans arrêt dans la salle en train de dire « Oui, mais au fond, au niveau des communes, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Mais vous savez, vos statistiques, elles sont plus du tout d'actualité, etc. etc. » Et à la fin, on participait pas mal au cours. Et donc, à la fin, la direction s'est dit « Il vaut mieux faire le lien entre la théorie et la pratique. Plutôt que d'avoir des étudiants comme Katia Orbert, ben mettons-la derrière le pupitre et on verra ce qui se passe. » Voilà, ça c'est la version officielle. Maintenant, il y a une version officieuse et de mon point de vue, elle est surnaturelle, à moins que vous trouviez l'explication à ce que je vais vous raconter. Nous avons découvert un jour, Raimund Garmann et moi-même, alors que nous étions à Pékin dans un congrès, quand 2 Suisses sont à l'étranger, de quoi parlent-ils? De leurs origines. Alors, madame, vous avez parlé de mes origines canadiennes. En fait, je suis juste née au Canada. Mes origines sont vaudoises et par mon père, je suis arménienne de Syrie. Mais au fond, j'ai épousé un Yonchvillois, un Saint-Gallois. Et quand j'en parle à Raimund me dit « Mais moi aussi, je viens de Yonchville. » Mais tu sais, Wolf Linder, le prédécesseur en politique locale, il venait aussi de Yonchville. Donc cela, mes chers amis, veut dire qu'il y a 4 profs, puisque mon mari est prof honoraire de l'Université de Genève, qu'il y a 4 profs venant d'une commune, du Toggenbourg, de moins de 4000 habitants, qui ont enseigné en sciences sociales en Suisse romande. Donc vous êtes d'accord, c'est surnaturel, il y a des conjonctions d'étoiles spéciales. Voilà. Cela m'amène aux communes, à mon domaine de prédilection. Ici, vous voyez une première image. C'est une caricature que l'un de mes étudiants a fait en 98. Et ici, vous avez une photo qui a été prise cette année lors de notre 26e journée de rencontre de politique locale, puisque depuis 26 ans, nous avons une journée destinée aux communes pour les mettre au parfum des nouvelles problématiques auxquelles elles doivent faire face. Quand vous voyez cette photo, vous vous dites qu'au fond, tout est facile pour moi. Les communes me suivent, en face, le public répond. Eh bien, la photo ne rend pas réellement complètement la réalité, parce que si vous connaissez la politique locale, vous savez que c'est une formation et un thème très pluridisciplinaire. Donc, je n'étais pas toujours seule au front. Et puis, deuxièmement, pour que le public réponde présent, ça a été un des grands objets de mes angoisses. Dès que je suis arrivée à l'IDEAP, j'ai préparé un cours et je me suis dit, mais moi, je ne connais pas vraiment la commune. Je n'ai jamais été secrétaire communale, jamais été élue. Donc, il faut que je m'adresse aux associations de communes. La première, qui était une association professionnelle, c'est l'Association des communes genevoises. Et je me suis tournée vers Michel Hugues, qui était à l'époque secrétaire général de cette association. Et Michel Hugues m'a fait poireauter pendant quelques semaines parce qu'il se disait « le monde académique m'a dédaigné, il ne voulait jamais me mettre en place des cours pour les communes, moi je la fais attendre ». Finalement, il m'a reçu, il a trouvé que mon programme était bon et j'ai reçu en contrepartie la promesse de sa part qu'il allait m'aider à créer un groupe d'accompagnement de toutes mes formations en politique locale. Ça veut dire que concrètement, depuis 28 ans, je suis accompagnée par des secrétaires communaux, par des secrétaires d'associations de communes et des responsables cantonaux des questions locales. Donc tout un team qui non seulement m'a aidé à définir mes programmes de cours, m'a aidé à faire la publicité. Imaginez, Katia Orbert va dire que son cours est le meilleur. Mais si eux vont dire que mon cours est le meilleur, ça marche beaucoup mieux. Et c'est à eux surtout qui m'ont donné l'idée d'aller former systématiquement à chaque législature les nouveaux élus sur le terrain. Donc ça a été une magnifique expérience.
J'ai adoré l'enseignement, j'ai adoré parce que, évidemment, dans l'enseignement, on apprend, nous, certainement encore plus qu'on donne à travers les questions, mais je dois vous dire que ce qui m'a le plus touchée, c'est d'enseigner à ces jeunes nouveaux élus, parce qu'après une journée de travail, à 6 heures du soir, de 6 à 10, ils viennent se former ou pendant les week-ends. Donc c'était une expérience magnifique au niveau de cet enseignement. Quand on travaille au niveau local, évidemment, on s'intéresse aux acteurs, on s'intéresse, quand on fait de la recherche, à ce qu'ils pensent, à leur perception des choses, etc., etc. Donc pour nos recherches, pour nos enseignements, nous sommes toujours partis du terrain, et cette connaissance du terrain nous a été parfaitement utile aussi à la SEAT il y a bien plus de 20 ans, lorsque nous travaillons pour la mise en œuvre et l'analyse de la mise en œuvre de l'ensemble des politiques à incidence spatiale. Et chaque fois qu'on analysait ces politiques, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces objectifs définis au niveau fédéral ou cantonal ne sont jamais mis en œuvre? Pourquoi sont-ils détournés, interprétés, mal compris? Pourquoi y a-t-il des effets pervers? On n'avait pas la réponse, ou alors on pouvait dire on avait des suppositions. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser à l'évaluation des politiques publiques. On s'est dit, il y a des méthodologies, il y a une façon d'approcher, au fond, les politiques publiques. Et où en est-on en Suisse quand on parle de ce terme? Et c'est à la SEAT que nous avons mis en place, Laurent Thévault et moi-même, le premier séminaire en Suisse qui a réuni à la fois des responsables politiques, administratifs et bien sûr des chercheurs. Et ce premier ouvrage que vous voyez là est au fond une sorte de condensé de tous ces débats. Et à l'époque, eh bien, on disait l'évaluation en Suisse, aucune chance parce qu'on a des institutions si proches du citoyen. On n'a qu'à dire à nos élus qu'il faut qu'ils améliorent les politiques publiques. Pour qui? Le politique nous disait qu'il s'était peut-être intéressé à condition que les évaluations, évidemment, les mettent en valeur. Et puis, comment il y avait la bataille, évidemment, entre les quantitativistes et les qualitativistes. Heureusement, ça a été dépassé. 25 ans plus tard, vous avez cet ouvrage qui est sorti le jour où l'année le 25e anniversaire, l'année internationale, de l'évaluation. Et là, au fond, qu'est-ce qui se passe? Tous les auteurs suisses écrivent et on constate que la Suisse est passée d'une situation où on se disait qu'on était peut-être en mouvement vers l'évaluation à reconnaître qu'on était un des pays au monde où finalement l'évaluation était la plus institutionnalisée au monde avec la Finlande et le Canada. Et ce livre, au fond, retrace l'histoire de l'institutionnalisation de l'évaluation avec un regard de collègues étrangers, très positif évidemment, sur notre expérience, collègues que j'ai rencontrés un peu partout dans les pays du monde, au nord, au sud, etc. Voilà, et vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on a fait à l'IDEAP, nous, pendant ces 25 ans en matière d'évaluation. Le premier cours en matière d'évaluation pour le niveau master a été mis en place ici à l'IDEAP. J'ai dû me battre avec mes collègues parce que personne, évidemment, n'y croyait. Et puis ensuite, finalement, on a eu des cours. On a dû faire évidemment beaucoup de mandats parce que moi, j'enseignais l'évaluation, mais je ne pouvais que lire l'expérience de mes collègues à l'étranger. Je n'avais pas vraiment fait d'évaluation. Et pour enseigner l'évaluation, il fallait sur le terrain, tester, apprendre, voir comment nos acteurs réagissent. Donc, mes équipes et moi-même, on est allés au front. Et c'est comme ça qu'on a pu enseigner et ensuite, bien sûr, faire de la recherche dans le domaine de l'évaluation. Dans toute cette phase, nous avons aussi été appelés à un moment donné à mettre en place un congrès international de l'évaluation. J'étais membre de la Société suisse d'évaluation que j'ai représentée au sein de l'Association européenne d'évaluation. Et ils m'ont fait le très joli cadeau de me demander d'organiser leur congrès à Lausanne. J'ai accepté parce que c'était une façon, au fond, de permettre aux évaluateurs suisses de rencontrer des évaluateurs étrangers. C'était aussi une façon de faire parler de la CEVAL. C'était aussi, bien sûr, une façon de faire parler de l'IDEAP. Et alors, au fond, d'abord, si vous voyez le titre de ce congrès, amener l'évaluation vers la société civile, vers le peuple, j'ai pu choisir le titre. C'était le grand avantage quand on lance un congrès. On n'y est vraiment pas encore arrivé maintenant, donc on a encore beaucoup de travail à faire pour que les résultats d'évaluation soient utilisés dans le débat démocratique. Et cette photo qui vous intrigue, eh bien, c'est Michael Quinn Patton. À l'époque, il était un petit peu plus jeune, même beaucoup plus jeune, et il m'est arrivé une drôle d'aventure avec lui. Et je vais vous raconter cette aventure rapidement. Puisque j'organisais le congrès, j'avais le droit d'aller le chercher à son hôtel et l'amener sur la place du congrès. Et quand je vais le chercher, le président de l'IS me dit « Mais tu sais, il a disparu ».
Alors vous imaginez mon état de transe quand on me dit que celui avec lequel je vais organiser le congrès a disparu. On a 400 personnes qui nous attendent, j'étais dans tous mes états. Et finalement, on arrive à l'EPFL où avait lieu le congrès. Et là, on me dit, mais c'est lui. Et en fait, ce monsieur qu'on me montrait, c'était celui qui, pendant toute la matinée, m'avait aidé à déplacer les tables, déplacer les chaises, etc., etc. À l'époque, on ne se googlisait pas, on s'était juste dit hi hi, et il avait porté avec moi les chaises. Donc ça veut dire que depuis, chaque fois que je dois déplacer des chaises, etc., je pense à lui, et je me dis, s'il l'a fait, je peux aussi le faire. Hein? Et attendez, maintenant je vais parler de quelque chose qui va plus vous concerner. Toujours dans le monde de l'évaluation, j'ai été abordée il y a quelques années par le département fédéral des affaires étrangères qui m'a demandé de faire partie d'un groupe d'experts pour aller évaluer l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, parce que la Suisse est un bailleur de fonds de l'OIF. Et au fond, je suis entrée là dans le monde de l'évaluation internationale, c'est un monde assez spécial, mais je me suis fait beaucoup de connaissances. J'ai pu aller enseigner un peu partout dans le monde francophone l'évaluation, et en particulier en Afrique. Et là, vous avez une image justement d'une mission que je mène au nom d'un réseau francophone d'évaluation que nous avons mis sur pied avec nos sociétés nationales, et nous allons former et aider à la nationalisation de l'évaluation. Nous ne sommes pas encore allés au Burkina Faso, mais c'est peut-être prévu. Voilà un peu pour les images. Avant de rendre le micro à Madame Randin, j'aimerais vous dire, et je pense que vous l'avez tous compris, que je n'aurais jamais pu faire tout cela sans avoir une équipe ou des équipes absolument extraordinaires qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance, qui ont été extrêmement polyvalentes, dynamiques, créatives et complices surtout. Donc j'aimerais partager ce que je suppose qui va bientôt arriver, les applaudissements avec eux, avec tous ceux qui dans la salle m'ont soutenu, avec mes détracteurs aussi, parce que les détracteurs, on apprend aussi beaucoup d'eux. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Katia Orbert. Quelle passion, quelle énergie. Vous êtes sûr que vous voulez... Vous partez? Le doyen m'a vieilli. Je vous signale, monsieur le doyen, j'ai 61 ans et demi. Très bien. Après vous, Lucius Madère, vous avez fait une brillante carrière entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Vous avez étudié le droit à Genève, travaillé comme assistant à l'Université de Genève. En 1984, vous publiez votre thèse et juste après, la même année, vous entrez à l'Office fédéral de la justice. Pendant tout votre parcours, vous allez travailler à Berne, mais aussi enseigner à Lausanne, convaincu qu'il est utile, qu'il est peut-être même nécessaire de mélanger activité académique et monde du travail, mélanger la science à la pratique. Et tout cela, vous l'avez fait sur les pas en suivant votre illustre prédécesseur, et c'est de lui que vous souhaitez nous parler et vous souhaitez en fait lui rendre hommage. Monsieur Madère, est-ce qu'en fait vous voulez venir ici au milieu? Peut-être que vous serez mieux installé pour nous parler. Bonsoir. Effectivement, je commence aussi avec la photo d'une personnalité. C'est monsieur Joseph Wayam, l'ancien directeur de l'Office fédéral de la justice. Il était membre de mon jury de thèse et c'est lui qui m'avait invité à devenir collaborateur de l'Office fédéral de la justice. Et en même temps, j'ai eu la chance de lui succéder pour l'enseignement de la légistique à l'IDEAP. Donc, je lui dois vraiment une bonne partie de mes activités professionnelles. Je l'ai choisi pour cette raison-là, mais aussi pour d'autres raisons. Monsieur Wayam était quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance aux échanges, à la bonne collaboration entre la théorie et la pratique, et aussi entre l'université et la cité. Et je crois que c'est quelque chose qui, pour cet institut, est d'une importance particulière. Et une troisième raison,
Monsieur Wayam était le père de la Constitution jurassienne. On dit de lui qu'il avait écrit cette Constitution sous un sapin. En tout cas, c'est une Constitution qui est très très lisible, bien compréhensible et qui était une source d'inspiration pour le travail de mise à jour de la Constitution fédérale, qui était une de mes tâches pendant quelques années aussi. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de raisons de le mettre en évidence de cette manière-là. Deuxième photo, c'est la page de couverture du guide de législation. Ce guide de législation, c'est un outil auxiliaire pour la fabrication des lois, une sorte de recueil de bonnes pratiques en matière de production législative et de recettes de cuisine à la limite. Je l'ai choisi parce que c'est un domaine qui était important pour moi au sein de l'Office de la justice, mais qui était aussi au centre de mon enseignement à l'IDEAP. Ce guide de législation n'a pas beaucoup d'ambition théorique, il se veut surtout outil pratique, donc il a une vocation utilitaire, pratique, et je pense qu'il a fait ses preuves. Il est bien utilisé au sein de l'administration. Les étudiants à l'IDEAP le consultent également pour les travaux qu'il doit faire en matière de méthodes et techniques législatives. Et actuellement, nous sommes en train de préparer une 3e édition qui, je l'espère, verra le jour assez prochainement. Voilà une photo qui a été faite en 2007 lors d'un séminaire sur la qualité des lois, un séminaire organisé par le service juridique de la Commission européenne. Il y a plusieurs personnalités suisses sur cette photo qui ont participé à ce séminaire. Je l'ai choisi pour la raison suivante. Aujourd'hui, on entend beaucoup de jérémiades sur le déclin de la qualité de la législation. Bien évidemment, il y a beaucoup de cas où, à juste titre, on critique la mauvaise qualité, où on met en évidence le besoin de modifier, de réviser des lois. Mais je tiens ici à exprimer quand même mon point de vue en ce qui concerne cette question de la qualité des lois. Je suis personnellement convaincu qu'en Suisse, nous avons une législation de qualité dans l'ensemble. Il y a des exceptions, bien évidemment, mais dans l'ensemble, nous avons de très bonnes lois. Et nos travaux en matière légistique sont très appréciés. Pas uniquement sur le plan suisse, mais aussi sur le plan international, sur le plan européen. Et le fait que l'Union européenne organise un tel séminaire donne à un pays non membre de l'Union européenne la possibilité de présenter ses activités, ses pratiques en matière de production de normes, me semble-t-il, est une preuve tout à fait importante de l'estime qu'on a pour la qualité de notre législation. Bien évidemment, la photo nous donne aussi l'occasion de dire quelques mots sur l'importance de la législation européenne pour la législation suisse. Une bonne partie de la législation suisse est fortement empreinte matériellement d'actes législatifs de l'Union européenne. Et un des soucis, bien évidemment, que nous devons avoir dans ce contexte, c'est que la reprise de la législation européenne, qui est inévitable dans beaucoup de domaines, ne devienne pas un élément qui compromette la qualité de la législation suisse. Et
par des séminaires de ce type, nous avons la possibilité d'agir sur le plan européen, de contribuer à l'amélioration de la qualité de la législation européenne, et ça aura, nous l'espérons aussi, des effets sur le plan de la qualité de la législation suisse. Bien évidemment, on pourrait en partant de cette photo encore mettre en évidence d'autres éléments, mais vu le temps qui nous est imparti, j'y renonce. Peut-être juste une remarque encore. Le fait que nous ayons eu la possibilité, comme pays non membre, de participer à ces activités, me semble-t-il, est aussi un signe que tout en étant non membres de l'Union européenne, nous jouissons d'excellents contacts avec les collègues du niveau technique au sein de l'Union européenne et qu'il est possible de développer une bonne collaboration avec eux. Alors, ça c'est une photo que je ne dois pas expliquer longuement. Vous connaissez tous et toutes la conseillère fédérale Sommaruga. J'ai choisi cette photo qui a été prise en 2014, si je me souviens bien, lors d'une discussion sur un projet de loi qui règle les activités d'entreprises qui fournissent des prestations en matière de sécurité, d'entreprises établies en Suisse, mais qui fournissent des prestations à l'étranger. J'ai choisi la photo pour la raison suivante. Lorsqu'on travaille dans l'administration publique, on est souvent amené à conseiller les décideurs politiques. Et bien évidemment, ici, dans cette maison, il y a beaucoup de théories sur les rapports entre l'administration et la science d'une part, et les décideurs politiques de l'autre. Il y a toutes sortes de modèles qu'on évoque lorsqu'on parle de ce thème. On parle du modèle technocratique ou expertocratique, on parle du modèle décisionniste, on parle du modèle pragmatique. Je ne vais pas parler de ces modèles-là. Je voudrais me limiter à une remarque personnelle. Une remarque personnelle qui reflète une expérience que j'ai pu faire lorsque l'administration ou les scientifiques collaborent avec les décideurs politiques. L'expérience que j'ai pu faire, c'est que cette collaboration est souvent marquée par des malentendus et donne lieu à des frustrations réciproques ou mutuelles. Pourquoi ? Il y a beaucoup de scientifiques et aussi de représentants de l'administration qui, lorsqu'ils sont amenés à conseiller les décideurs politiques, sont frustrés de voir que les décideurs politiques ne font pas exactement ce qu'ils leur recommandent de faire. D'autre part, il y a des politiques qui se disent « mais à quoi bon demander des expertises si les experts ne nous disent pas exactement ce que nous devons faire. Ils nous proposent un éventail de solutions, mais finalement, c'est quand même à nous de choisir. » Donc c'est une double frustration qui est provoquée et qui, à la base, est fondée sur un malentendu assez fréquent, je dois dire, et j'ai essayé de le mettre en évidence par cette photo-là. Alors, dernière photo. J'avoue que ce n'est pas une photo particulièrement parlante ou attractive. On aurait sans doute trouvé mieux. Il y a beaucoup de caricatures concernant ce thème. Il y a des affiches publicitaires en faveur de l'initiative actuelle qui concerne l'interdiction du port de la voile intégrale, etc. Délibérément, j'ai choisi une photo purement factuelle. C'est une présentation objective.
non polémique, pour signaler que le rôle de l'administration, lorsqu'il s'agit de discuter de thèmes qui sont un peu à l'interface entre la politique et le droit, n'est pas de contribuer à la polémique qui existe de toute manière, mais de faire en sorte que le débat garde une certaine sérénité, qu'on s'intéresse aux éléments factuels, qu'on s'intéresse aux éléments objectifs. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette photo qui, à juste titre, met en évidence qu'il y a différentes formes auxquelles il faut penser lorsqu'on parle de ce thème. J'ai choisi cet exemple aussi pour d'autres raisons. Une autre raison a trait au débat actuellement important sur les relations entre le droit national et le droit international. Il y a beaucoup de personnes qui estiment que l'interdiction de la burqa est incompatible avec les exigences du droit international. Donc ça donne lieu à ce débat, quelle est la relation entre le droit national et le droit international, quel est l'ordre juridique qui prime, etc. Je ne vais pas donner des réponses à cette question-là, mais je voudrais terminer avec une dernière remarque pour dire que ce thème est aussi une bonne illustration du problème des initiatives populaires, du fonctionnement de la démocratie directe. Aujourd'hui, nous avons, depuis un certain nombre d'années, un nombre assez important d'initiatives populaires qui ont été acceptées en votation populaire, qui suscitent des interrogations du point de vue juridique. Donc, il y a toutes sortes de questions qu'on peut avoir sur le contrôle de la validité d'initiatives populaires, sur les critères de validité d'initiatives populaires. C'est un débat important. Personnellement, je suis de l'avis qu'il faudrait tout faire pour éviter des solutions restrictives dans ce domaine. Mais je constate que ce point de vue n'est pas partagé par tout le monde. Ce que je constate, c'est que les initiatives populaires et les instruments de démocratie directe, aujourd'hui, le droit d'initiative en particulier, contrairement à ce qui était le cas il y a une vingtaine d'années encore, ne sont plus vraiment un facteur d'impulsion. Aujourd'hui, c'est en quelque sorte une soupape de sécurité qui permet aux citoyens et aux citoyennes de s'exprimer sur des thèmes qui les concernent, qui font mal. Et je crois que dans le contexte général du fonctionnement de nos institutions, nous avons besoin d'une telle soupape. Elle évite, me semble-t-il, des dérives qui seraient bien plus graves dans ce contexte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé ces moments importants de votre carrière avec nous. Je vous laisse prendre place quelques instants. On vous retrouvera bien sûr un peu plus tard. Mais c'est l'heure, mesdames et messieurs, d'un intermède musical. C'est le cadeau de l'IDEAP à ses professeurs pour les remercier de leur engagement, de leur dynamisme. J'ai le plaisir de vous présenter Salomé Raymond, chanteuse. Elle a étudié le chant au conservatoire de Lausanne et à la Haute École de Musique. Elle compose et elle écrit elle-même ses chansons et ses musiques. Elle était l'invitée du Festival de Montreux l'année dernière. Elle est accompagnée ce soir de deux percussionnistes africains, Djeli Mamou Kouyaté et Lansana Souma. Ils enregistrent actuellement leur 5e album. C'est le mélange de deux cultures ce soir, la rencontre entre l'Europe et l'Afrique. Merci à Salomé et ses musiciens de nous faire voyager ce soir.
mesdames, bonsoir. Bienvenue à vous. Au fait, ce soir, les compositions qu'on joue, c'est vrai qu'on enregistre notre 5e album ensemble, mais c'est mes compos. Et on joue ensemble. Donc, des fois, ça peut être ses compos, des fois, ça peut être ses compos à lui, des fois, ça peut être les miens. Et le groupe qui joue, de toute façon, c'est un groupe. Tout d'abord, on dit merci beaucoup à l'IDEAP de nous avoir invités. On dit aussi une bonne route à ces personnes qui vont partir. Mais en même temps, quand on dit bonne route, c'est pour dire que dès qu'on a besoin de vous, s'il vous plaît, venez. Hein? Voilà, au cas où. Hein? Ouais. On commence par ça. Et cette chanson, justement, on va chanter. Moi, je viens d'une famille qui enseigne la musique et les fabrications d'instruments. Il y a des milliers et des milliers d'années, qui s'appellent les griots. C'est connu. Les griots, c'est les Kouyatés, et c'est les premiers griots. Et c'est à nous d'enseigner aux Africains la musique et les fabrications d'instruments. Ce que j'ai continué à faire, même en quittant au Burkina Faso. Ici, avec pas mal de personnes, quelles qu'en soient les nationalités, Suisse, Suissesse, comme Canadiens, Américains, Nigériens, Burkinabés, Guinéens, bref. Bienvenue à vous, messieurs et dames. Yes, my God. Okay. Kabide otojumu ya baina masala tinashima konye kanga fara jumu ya nina pojumu ya binani magosale ye kabide otokwani ya jumu masala tinashima konye kanga fara koni ya jumura kokoni ya binani magosale ye. Koni misabi so junye na sinye ko bera fomonyo ni sabali ko. Koni misabi so junye na sinye ko bera fomonyo ni sabali ko. Kamere fon la maoma, olomonyo na kasabali. Fola ma kontinyo wanjugo yadon, olo kontinyo koni yadon. Fola ma kontinyo wanjugo yadon, olo konte asidia.
Konimi sabi soro dunya na tinge ko bera fo monyone sabale ko. Konimi sabi soro dunya na tinge ko bera fo monyone sabale ko. Camere con la mão. C'est pour encourager le bien faire et non pas le mal. Donc c'est de ça que cette chanson parle et je suis énormément content. On est tous contents d'avoir participé vraiment à cette soirée. Merci à vous de nous avoir. Merci beaucoup à Salomé et ses musiciens. J'aimerais demander à messieurs, dames, les professeurs de venir me rejoindre. Madame Orbert, monsieur Chaplet, monsieur Madère, venez. Voilà, c'est le moment de revenir sur scène, mais accompagnés cette fois-ci. Vous allez être accompagnés de vos invités, trois grands témoins qui vous connaissent particulièrement bien. J'ai le plaisir d'appeler les professeurs Frédéric Varone, Emmanuel Bail et Alexandre Flukeger à venir nous rejoindre. Voilà, alors l'idée c'est de découvrir en fait un peu les coulisses de ce monde académique à travers vous, d'autres facettes de nos professeurs, et on va commencer avec vous Alexandre Flukeger. Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Genève, vice-doyen de la faculté de droit, et vous allez commencer par nous parler d'un trait de caractère, d'un trait de personnalité de Monsieur Madère, en nous rappelant l'une des photos, des illustrations qu'on a vues tout à l'heure. Oui, merci madame. Bonsoir cher public. Vous débutez par une question qui n'est pas si facile. Probablement que je choisirai la deuxième, cher Lucio, celle du guide de législation. Vous vous rappelez, mesdames et messieurs, celle de cette plume acérée à droite de l'image qui jette 1000 mots calligraphiés sur ce fond clair bleu ciel. Des mots sur cette image, vous vous souvenez, qui ressemblent plutôt à une peinture et une plume plutôt au pinceau d'un artiste. Et pourtant, ce sont les mots de la loi, les mots du droit, les mots de la raison. Et une plume qui peut s'avérer glaive, comme l'épée mise entre les mains des allégories de la justice sur la fontaine de la Palue, par exemple. Alors, vous nous dites que la loi peut être tranchante, la loi n'est pas forcément belle. Eh bien, est-ce qu'elle est condamnée à rester terne? C'est ce que beaucoup pensent. Elle serait devenue aujourd'hui incompréhensible,
obèse, inflationnaire, Emmanuel Macron l'a répété l'an dernier dans son discours devant le Congrès. Sachons mettre un terme à la prolifération législative. Cette maladie, nous la connaissons. Elle a été tant et tant nommée. Mais Démosthène, 2300 ans avant lui, pourtant, nous rapportait une coutume grecque consistant, mesdames et messieurs, cher Lucius, tu la connais peut-être, à pendre le promoteur de toute loi nouvelle refusée par l'Assemblée du peuple afin d'en limiter la quantité. Est-ce que Lucius Madère a fait une fois, un jour, une proposition aussi radicale? Moi, je vous conforte immédiatement. Non, bien sûr. Mais le professeur Madère a fait du thème de la qualité de la législation le grand projet de sa vie, tant intellectuel, académique que professionnel. Et les premières lignes de la 4e de couverture de sa thèse publiée en 1985 sont éclairantes. La législation, écrit-il, fait aujourd'hui l'objet de vives critiques. Prolifération des textes légaux, lenteur de la machine législative, insuffisance qualitative. Ces critiques, écrit-il, confirment la nécessité de l'approche globale du phénomène législatif préconisée par les auteurs visant à développer une science de la législation, c'est-à-dire une légistique ou une légisprudence, pour reprendre un terme que Lucius Madère préfère. Alors, celui-ci répondra en synthétisant d'une manière remarquable une question aussi nouvelle qu'exotique pour les juristes à l'époque, encore en partie pour certains aujourd'hui, montrant sa grande ouverture d'esprit et son esprit non étroitement positiviste. Effectivement, derrière Lucius Madère se cache une grande ouverture interdisciplinaire, une grande curiosité. C'est le titre de sa thèse, « L'évaluation législative pour une analyse empirique des effets de la législation », thèse qui a obtenu 3 prestigieuses distinctions de la Société suisse des juristes, le prix Walter Hug et le prix Joseph Dizard, et qui aura eu une influence considérable. Je pourrais y revenir, Madame Randin, si vous le désirez. J'aimerais vous proposer de revenir sur Terre et de nous dire en quelques mots, et plus concrètement, qu'est-ce que vous entendez par légistique? Alors, merci de me demander d'atterrir. Et vous vous souvenez que le professeur Madère a terminé son diaporama avec l'image de femmes au visage recouvert d'étoffe. Et l'on a appris, le week-end dernier, qu'une évaluation avait révélé que l'interdiction de la burqa au Tessin, qui est en vigueur depuis 2 ans maintenant, touchait essentiellement des hooligans, supporters de hockey ou de foot. Et on rejoint l'actualité et les thèmes du professeur Chaplet, dont un homme déguisé en super-héros, Deadpool, un personnage de l'univers de la BD Marvel, si vous connaissez, qui se rendait à une première du film éponyme à Lugano. Page 92 de sa thèse, les effets visés et les effets non intentionnels. Magnifique exemple. Deuxième exemple, après j'arrête, le Conseil des États a accepté une motion qui visait à autoriser une clause expérimentale dans la loi sur les stupéfiants, afin de mener des études scientifiques portant sur la vente de cannabis à des fins récréatives. Motion que le Conseil national vient cependant de refuser, mais à une très très courte majorité. Page 122 de sa thèse, voilà, les législations expérimentales. Alors la grande force de Lucius Madère, c'est d'allier l'abstrait au concret, la théorie à la pratique, le monde des idées et à l'empirisme. On est vraiment ici dans des thèmes de l'idéal. Le sous-titre de sa thèse est éloquent. Pour une analyse empirique des effets de la législation. La loi n'est que texte, elle se matérialise dans les effets qu'elle produit, et c'est là qu'il faut la chercher, et pas seulement dans les couloirs feutrés du palais fédéral. Et c'est vrai que la loi, nous enseigne le professeur Madère, doit se créer, elle doit se recréer sans cesse sur la base des expériences du terrain, des erreurs, des essais indésirables qu'elle produit, en apprentissage permanent sur la base d'évaluations législatives et des politiques publiques, précisément par retouches successives. Exactement, et j'y viens, comme un peintre devant son tableau. Et c'est d'ailleurs l'image que, il est décédé depuis longtemps aussi, Platon utilisait pour définir le législateur dans sa cité idéale. Je cite, un peintre incapable d'arrêter jamais ses retouches à un point où le tableau ne puisse gagner en beauté et en expression. Donc, un peintre...
un peintre Il y a qui... beaucoup de platoniciens. Donc. Oui, apparemment, il y a plein de juristes qui sont éblouis par ces images et ces métaphores. Vous parliez de peinture, de beauté. Est-ce qu'on peut dire que l'Office fédéral de la justice est un institut de beauté législative? Ah, vous êtes excellente, amusante, la comparaison que vous faites, elle me plaît bien. Et j'ignore en revanche ce qu'en penserait Lucius Madère, mais je peux tenter une réponse, si tu le permets, cher Lucius. Son idée... Tu me laisses? Oui, oui, bien. Merci. Son idée, à mon avis, est en fait plus profonde, parce que ça correspond assez bien, me semble-t-il, à sa personnalité. Lucius n'est pas l'ami de la superficialité. C'est d'ailleurs sa grande forme, et c'est ce qui, à mon avis, le rend si convaincant et si respecté. La beauté est intérieure, dit-on. Il en va de même, mesdames et messieurs, des multiples lois que Lucius Madère et ses services ont eu à concevoir ou à superviser durant les 3 décennies d'activité à la Confédération que Lucius a eue. La légistique qu'il promeut à partir de l'évaluation législative porte d'abord sur la substance, ensuite seulement sur la forme. Et c'est un point essentiel aujourd'hui, en 2018, plus encore qu'il y a 3 décennies. Aujourd'hui, plus encore qu'auparavant, c'est que dans le passé. Oui, vous aurez remarqué à la lecture des nouvelles que nos démocraties traversent actuellement une zone de turbulence que je trouve personnellement très inquiétante, doublement minées qu'elles sont, d'abord de l'extérieur, par les grandes puissances, et par le pouvoir des sociétés multinationales qui mettent en concurrence les États entre eux pour exiger la réglementation la plus favorable à leurs intérêts propres, c'est le fameux law shopping, puis de l'intérieur, par la montée des populismes, de l'empire des émotions et de l'eczéma que provoque, chez certains, l'idée de légiférer en se fondant sur des données de fait objectives. Or, l'évaluation législative, la légistique plus largement, demande de fabriquer des lois en se fondant sur la raison, plutôt que sur des mouvements passionnels, populistes, simplistes, instinctifs, mensongers ou peu réfléchis. Et on peut relire les pages 98 de sa thèse de doctorat consacrée à l'image du législateur rationnel. Comme Lucius, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, il est grand temps de réhabiliter la raison, tout en étant bien entendu conscient des limites de celle-ci. Alors, pour que vous compreniez bien ce que j'entends par là, et rétrospectivement l'intérêt des travaux de Lucius Madère, le prix Nobel d'économie, l'an dernier, a été attribué à un spécialiste de l'économie comportementale, Richard Thaler, qui a démontré que, si besoin était, me diriez-vous, que l'économie n'est pas aussi rationnelle qu'on peut le croire. Et interrogé sur la façon dont il utiliserait son prix, l'économiste a répondu qu'il le dépenserait, je cite, de la façon la plus irrationnelle possible. Et il était très fier. Le propos n'aurait surpris absolument personne. Dans une expérience de pensée, mesdames et messieurs, imaginons un instant que la cérémonie de ce soir ait été organisée par l'IDEAP pour pallier l'absence de prix Nobel en droit et en sciences administratives. Et imaginons, c'est vraiment pas difficile du tout, que nous récompensions à l'instant les travaux du professeur Madère. Celui-ci pourrait-il, dans quelques minutes, s'écrier devant vous, mesdames et messieurs, sans choquer, qu'avec cet argent, il légiférerait désormais de la façon la plus irrationnelle possible. Poser la question, c'est évidemment y répondre. Vous avez parlé de démocratie directe, éventuellement péril, de risque de populisme. Disons qu'évidemment, la difficulté que l'on voit, c'est que ça pourrait éventuellement poser quelques frictions, en effet, avec la démocratie directe. C'est une question très délicate, parce que Lucius Madère est fondamentalement un démocrate, très respectueux des institutions, du fédéralisme, de la démocratie. Et la légistique qu'il promeut est précisément imprégnée de cet esprit, il l'a dit, non technocratique, non invasiste, plus humaniste qu'utilitariste, elle mise sur la transparence et la conviction. Et une telle légistique, il l'a dit, il insiste, ne fait qu'éclairer la décision en faisant jouer la politique carte sur table, en livrant en toute transparence au débat public des données de fait passées au crible de la raison. Elle ne se substitue pas aux politiques, ce qui la rend peut-être moins spectaculaire, mais plus convaincante. Et reprenez l'image avec Simonetta Sommaruga, cette image reflète exactement ce point. Et ce point reflète simultanément, comme par hasard, la personnalité de Lucius Madère, un homme qui se distancie des feux de la rampe et des paillettes, et qui favorise les réflexions de fond, d'autant plus efficaces
que celles-ci sont fondées et discrètes. Est-ce qu'on arrive à la conclusion? On arrive de cette grande pièce de théâtre. Alexandre Flukiger, quel est l'héritage que laissera Lucius Madère? Alors, Lucius Madère a réussi à faire une intense activité de recherche scientifique, tout en occupant ses fonctions à l'Office fédéral de la justice. Il a rédigé plus d'une centaine de publications scientifiques dans des domaines non seulement de la légistique ou de l'évaluation législative, mais en droit constitutionnel. Rappelons qu'il a géré le projet de réforme de la Constitution fédérale de 1994 à 1999, droit parlementaire, etc. J'en oublie. Mais un petit détail, vous vous souvenez de la photo de Lucius Madère à Bruxelles, celle où je suis à gauche. Peut-être certains l'auront remarqué. Tous ces hommes en cravate et en costume, voilà. C'est ça. Et justement, vous avez vu? Avec une cravate un peu courte. Oui, c'est lui qui l'a dit. Je portais effectivement une cravate un petit peu courte. Et veuillez noter que si je n'ai pas mis de cravate aujourd'hui, je vais lui y penser. C'est pas parce que cette photo me fait trop honte, rétrospectivement, mais c'est parce que s'il y a un seul jour dans ce pays pour porter un nœud pape, c'est bien aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre Flukiger. Une réaction, Lucius Madère. Est-ce que vous vous attendiez à venir assister à une pièce de théâtre qui fait référence à Platon, à l'histoire grecque, aux philosophes ce soir? De la part d'Alexandre, rien ne me surprend. Très bien. Nous avançons. Frédéric Varone, j'aimerais vous présenter. Vous êtes l'ancien étudiant de Katia Orbert, aujourd'hui professeur et directeur de l'Institut de sciences politiques et de relations internationales de l'Université de Genève. Je vous passe la zapette pour faire la suite. Et vous me souhaitez me poser une question, peut-être? Quelle a été votre réaction quand Katia vous a demandé d'être son témoin pour sa fête de départ? Et est-ce que vous avez effectivement cru qu'elle allait bien prendre sa retraite anticipée? Merci pour votre question spontanée. Comme tout le monde, étonnement, incrédulité, stupéfaction, consternation, effroi. Quoi? Katia prend une retraite, et en plus c'est une retraite anticipée. C'est un oxymore quand on pense à Katia, une retraite anticipée. Donc pour me rassurer un petit peu sur mon jugement sur le tempérament de feu de Katia Orbert, j'ai demandé à mes collègues du monde de l'évaluation, de la petite communauté épistémique, mais comment caractériserez-vous Katia Orbert-Papazian? Et ils m'ont répondu, vous voyez que la majorité des évaluateurs sont plutôt en Suisse allemande, même le flamboyante provient d'un Suisse alémanique, et certains sont parmi nous ce soir, dont notamment Andreas Balthazar. Elle est enthousiaste, elle est engagée, elle est créative, elle est généreuse, donc aucune raison de s'arrêter. J'ai été chercher une explication un petit peu plus loin en demandant cette fois-ci à des collègues romans qui m'ont dit que la passionnara de l'évaluation cachait peut-être une autre passion que l'évaluation. Et on est assez rapidement tombé sur l'identification d'un druide moderne, d'une future star de la musique électronique, qui a pris Katia comme muse, qui va l'amener dans le Jura, sauf erreur, et qui va débuter sa première œuvre, vous ne pouvez peut-être pas la voir, par une reprise électro de la sonatine bureaucratique de Satie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez demander aussi à Alexandre Flukiger qui vous la jouera au tuba. J'aimerais savoir quel souvenir gardez-vous de votre première rencontre et collaboration avec Katia Orbert? Alors effectivement, vous l'avez dit, j'ai été étudiant il y a une trentaine d'années de Katia Orbert avec d'autres personnes ici dans la salle. Pour le cours de politique communale et pour le cours d'évaluation des politiques publiques, j'étais assez médiocre, ce qui fait qu'elle m'a confié la tâche de faire un mémoire, pour essayer de me rattraper, un mémoire sur l'utilité et la pertinence des fractions de communes dans la vallée de Joux. Comme elle était quand même très inquiète du fait que j'y aille seul, j'ai été encadré
par Jacques-André Vullier, qui est ici, qui est devenu par la suite secrétaire général de l'IDEAP. Et effectivement, on a passé pendant 1 année et demie par toute l'école possible et imaginable pour aller voir si les villages, aujourd'hui, au sein de la vallée de Joux, sont une entité politique utile, à défaut d'être simplement belle et de refléter la grande complication des montres que l'on trouve dans la vallée de Joux. Je tiens à préciser, je vois le préfet de Lausanne, que d'autres ont été bizutés ailleurs, notamment dans le Val de Travers. Et si de notre côté, avec Jav, si tu me permets de déflorer le sujet, on a ramené quelques vacherins non thermisés et enfreint peut-être une ordonnance sur les denrées alimentaires qui intéressent les juristes, le futur préfet, lui, a commis l'irréparable en violant la Constitution, en ramenant ce qui, à l'époque, était encore une interdiction, moult bouteilles d'absinthe qu'il a du reste pas partagé. Frédéric Varron, quel est, à vos yeux, l'héritage que laissera Katia Orbert-Papazian dans le monde de l'évaluation des politiques publiques? Alors ça, de toute évidence, et ça a déjà été souligné, une pionnière de l'évaluation des politiques publiques. Ça a débuté notamment au niveau cantonal, lorsqu'elle a été une des premières membres de la commission externe d'évaluation des politiques publiques. J'ai juste remis un extrait pour montrer la perspicacité du journaliste de l'époque qui avait dit « Si on crée cette commission externe d'évaluation des politiques publiques, c'est pour éviter un audit de l'État et éviter surtout la création d'une Cour des comptes. Pour finir, comme à Genève, on fait toujours les choses un peu différemment d'autres cantons. On a eu l'audit généralisé, la commission externe d'évaluation des politiques publiques et aujourd'hui une Cour des comptes avec des magistrats tout à fait honorables, même si certains candidats, notamment la suppléance, sont un peu plus particuliers. Au-delà de cette action au niveau cantonal, forcément, Katia a prêché la bonne parole et s'est investie au niveau des comités successivement de la CEVAL, de la European Evaluation Society, comme tu l'as montré, avec l'organisation du premier congrès en Suisse dans les années 2000, et elle est également active maintenant, particulièrement au niveau du réseau francophone de l'évaluation. Donc elle laissera un héritage certain, notamment en ayant institutionnalisé l'évaluation à différents niveaux. Et contrairement à ceux qui font des normes, des clauses d'évaluation, elle regarde si elles sont appliquées. Et je ne sais pas si Damien Viss, son dernier doctorant, est dans la salle. Il a montré que, contrairement à ce que pensent certains juristes, ce n'est pas parce qu'une clause d'évaluation est dans la loi que forcément on en retrouve des traces dans des évaluations réalisées dans le terrain. Mais on trouve heureusement des cas plus congruents où la théorie et la pratique sont mises ensemble. Alors, on a compris, Katia Orbert a un tempérament de feu, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur son approche scientifique, sa méthode, sa démarche. Tu l'as dit toi-même, hein, tu t'es intéressé aussi au terrain, et je pense qu'effectivement, une des forces de Katia, c'est d'avoir sensibilisé les politologues et d'autres étudiants de l'IDEAP au rôle des acteurs, à leur pouvoir discrétionnaire, et à l'autonomie, et la manière dont ils s'affranchissent des organisations dans lesquelles ils travaillent. Je pense que tu es peut-être l'incarnation même de la chercheuse qui a parfaitement compris, ce que du reste tu as cité indirectement, que la politique ne se fait pas forcément dans les salons feutrés du Parlement, mais dans les acteurs de terrain qui sont au jour en interaction avec les usagers. Et on peut essayer de donner un visage à ces usagers qui, sur la première de couverture du livre de Lipski, qui a formulé cette thèse, reste un petit peu dans la pénombre. Alors j'aurais pu choisir Ruth Dreyfus, Unger, puisque tu as soufflé dans les oreilles de conseillères fédérales ou de conseillers aux États dans plusieurs cantons pour réaliser des évaluations dans le domaine de la santé pour ces deux cas. Là, j'ai choisi d'autres présentations graphiques qui sont peut-être plus décapantes et que certains à l'IDEAP connaissent, puisque ce sont les œuvres de Jan Bannings, qui a fait ce fameux livre qui s'appelle Bureautics. Et j'ai pris 3 photos de manière aléatoire. Alors la première, c'est quelqu'un qui travaille dans un cabinet en Inde. Toute comparaison avec la manière dont Katia classe son bureau serait purement fortuite. Elle s'est intéressée certes aux gens qui travaillent dans les cabinets, mais je vois aussi Laurent Thévaux, et tu n'as jamais compris pourquoi toi tu étais parti de l'ASEAT à l'IDEAP et lui de l'ASEAT en Bolivie, alors que vous travaillez tous les deux dans le domaine de l'aménagement du territoire. La prochaine photo, c'est précisément quelqu'un qui est responsable, non pas du bureau de l'égalité comme vous le remarquez, mais de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire en Bolivie. Donc la démarche de
Yann Banning, c'est dire, ce sont eux qui font les politiques, et c'est vrai qu'on est très loin des salons feutrés, avec ou sans cravate. Il faut regarder les classeurs ou bien les affiches derrière le Je fonctionnaire. passe rapidement là-dessus. Le troisième exemple que j'ai pris, qui a trait à tes dernières fonctions, pour promouvoir le réseau francophone d'évaluation, notamment en Afrique, c'est donc le major Adolphe Dalané du Libéria, qui fait des diagrammes, qui a une idée préconçue de ce qu'est un impact. Mais si tu dois lui apprendre ce qu'est un diagramme logique d'impact dans l'évaluation, il y aura peut-être un petit travail de construction, parce que vous ne partagez pas forcément les mêmes cadres cognitifs. En gros, si je peux conclure, la méthode de Katia, et j'ai essayé de retrouver quelques mots-clés qui caractérisent, à mon avis, la manière dont tu travailles, c'est l'émancipation des acteurs. Tu fais des évaluations, tu fais des enquêtes pour émanciper, pour renforcer, pour autonomiser les acteurs. Tu ne les fais pas en surplomb, tu les fais avec eux, que ce soit dans le Gros de Vaud ou dans des pays où le terme même d'émancipation que peut apporter l'évaluation prend tout son sens. Alors, Démosthène, Platon, désolé, j'ai que Socrate, et même si mon discours est moins panégyrique que celui d'Alexandre, à vous proposer. Ta méthode de travail, je pense que c'est foncièrement la maïotique. Comment tu amènes ces acteurs à se rendre compte de leurs intérêts, de leurs ressources, des stratégies qu'ils peuvent élaborer. Comment tu arrives à leur permettre de mettre des mots sur ce qu'ils n'arrivent pas forcément à exprimer. Et ce travail de maïoticien fait que tu es peut-être l'évaluatrice la plus socratique que l'on ait, si ce n'est en Suisse, en tout cas à l'IDEAP. Ce travail de maïotique avec des acteurs implique forcément une prise de risque non évidente, et je t'ai vu à l'œuvre quand justement ce travail de maïotique soulève des tensions, génère des conflits. J'ai pu apprécier, admirer, envier ton talent, notamment de médiatrice, pour amener à une écoute positive et à la construction de solutions innovantes, créatrices et acceptées. Donc tu as parfaitement réalisé l'équilibre entre rendre des comptes et apprendre, qui est au cœur même de la démarche d'évaluation, que Patton, c'est le monsieur qui range les chaises, dont on vous a parlé avant, a montré au travers de ce dessin qui montre le difficile travail d'équilibriste dans lequel s'engage et dans lequel s'est engagée avec brio Katia Orbert-Papazian en tant qu'évaluatrice. Finalement, tu fais preuve, alors on connaît et on souligne souvent la Katia Orbert haute en couleur, mais je vous assure que pour l'avoir pratiqué dans le cadre de projets de recherche, notamment le dernier projet Synergia avec 8 doctorants, ou dans le cadre d'évaluation et de mandat, elle fait surtout preuve d'une fulgurance et d'une justesse dans l'analyse des situations qui m'a toujours épaté. Donc en quelques mots, tu es une excellente évaluatrice, puisque dans le jargon on dit une bonne évaluatrice, c'est l'évaluatrice que l'on perd en fin de processus, et on peut la perdre parce que précisément on a permis aux acteurs la possibilité de se réapproprier le sujet, les conclusions, et de mettre en œuvre les propositions de l'évaluation pour améliorer la politique. Donc je suis ravi de te perdre parce que tu as rempli ta mission, mais on peut encore garder des relations personnelles par la suite, et je vous invite à vous joindre à moi pour la féliciter par un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup, Frédéric Baronne. Très bel hommage. Une personne s'est approchée de moi 10 minutes avant le début de notre soirée pour me dire qu'il souhaitait prendre la parole et vous dire quelques mots. Il s'agit de François Godet, ancien président des communes de Châtelloise, que je vais appeler à venir me rejoindre ici sur scène. Vous aurez même droit à un micro. Merci. Tout avant, c'est avec moi. Le micro fonctionne ici. Voilà. Il faut le placer tout près de la bouche. Merci. Vous m'entendez ? Parfait. Je pense être ce soir ici le doyen de ces acteurs de la politique locale auxquels Katia Orbert a consacré une grande partie de sa carrière. À ce titre, j'aimerais dire tout ce que ces élus doivent à Katia Orbert. Katia Orbert est en effet celle qui a donné en Suisse romande une dimension systématique à la politique locale en offrant aux élus une méthode
et des repères. Et tout cela avec un charisme et un sens de la communication qui ont impressionné tous ceux qui ont pu bénéficier de ses leçons ou de ses conseils. Pour être sûr de coller aux besoins des élus, Katia Orbert avait constitué un groupe d'accompagnement composé des présidents des associations faîtières de communes, des chefs de services de communes au sein des administrations cantonales, ainsi que des représentants des greffiers et des administrateurs communaux. J'ai le plaisir, Katia, au nom de ce groupe d'accompagnement, de te remettre un cadeau qui te dira toute notre reconnaissance. Et puis surtout, je suis heureux de savoir qu'en collaboration avec le groupe d'accompagnement, les communes romandes pourront continuer à bénéficier de tes compétences. Merci beaucoup. Que de belles paroles chaleureuses. Nous avons parmi nous Emmanuel Bail, professeur à l'Institut des sciences du sport à l'Université de Lausanne. Je vous invite à vous approcher, à prendre soin un micro, voilà, main ou un micro table, et à nous raconter votre première rencontre avec Jean-Loup Chaplet et qu'est-ce qui vous relie. La première rencontre, je m'en souviens bien parce que j'étais dans une bibliothèque que j'administrais parce que j'étais jeune doctorant. Et la première rencontre, c'est un ouvrage qui est son premier ouvrage, un ouvrage pionnier et qui a marqué, j'allais dire, sa carrière et puis aussi les recherches sur l'olympisme. Et cet ouvrage s'appelle « Le système olympique », qui est un très bon mot. Et c'est vrai que Jean-Loup n'est pas tombé tout de suite dans la recherche, parce que comme vous l'avez dit, il l'a illustré dans son parcours, il a été directeur au CIO, on aurait dit informatique, aujourd'hui on dirait système d'information. Il a été aussi consultant dans une société du Big Four, donc il avait déjà une certaine épaisseur. Et c'est vrai qu'on sentait dans ce livre une vraie épaisseur, une vraie connaissance de l'intérieur du système, une vraie capacité d'analyse. Et ce livre m'a beaucoup inspiré et m'a donné envie finalement de faire ma thèse. Et cette rencontre, elle a été vraiment fructueuse pour moi et ce livre a été très inspirant. Ce livre, il était fort, pourquoi ? Parce que déjà, c'était pensé l'olympisme et l'organisation, comme auraient dit les juristes, des institutions olympiques, etc., comme un système, c'est-à-dire comme des éléments qui sont, et des institutions qui sont toutes interdépendantes, le CIO en tant qu'organisation, les Jeux olympiques dont ils ne sont pas organisateurs mais dont ils sont les propriétaires, les comités d'organisation des Jeux olympiques qui, eux, organisent les Jeux, les fédérations internationales qui amènent les athlètes, les comités olympiques qui les sélectionnent et qui emmènent les équipes nationales aussi. Et c'est vrai que Jean-Loup a analysé ce système d'acteurs et ensuite, progressivement, il a fait prendre conscience, effectivement, des besoins de régulation, des compromis, des ajustements, des équilibres qui se trouvaient dans ce système. Et beaucoup de chercheurs, bon, j'étais juste un apprenti chercheur, ont été inspirés par ce premier ouvrage fondateur pour beaucoup. Est-ce que vous avez d'abord rencontré l'homme ou lu le livre ? J'ai d'abord lu le livre et ensuite on s'est rencontrés à Montpellier et c'était mon premier colloque et je ne sais pas si tu t'en souviens, j'ai tout de suite été dans la salle pour le voir en chair et en os parce que c'est vrai que quand on est jeune étudiant on aime voir aussi en chair et en os les profs qu'on admire à travers les bouquins et donc ça a été une première rencontre qui a été assez rapidement suivie d'une complicité parce qu'on a été amené à travailler ensemble dans le cadre d'un diplôme qui s'appelle le MEMOS, qui est un master exécutif en management des organisations sportives, qui était un diplôme qui a été assez rapidement soutenu par le CIO, mais dont Jean-Loup a très rapidement pris la direction en 99 et qu'il a fait vraiment fructifier. Et j'ai eu la chance de travailler aussi à ses côtés dans ce projet. Et ce projet, il l'a aussi fait grandir, fait prospérer. Et il a eu la vision que ça pouvait être effectivement un diplôme fondateur aussi pour la professionnalisation du mouvement olympique. J'aimerais vous demander de parler de Jean-Loup Chaplet, l'homme, et son côté humaniste. Alors, c'est vrai qu'il y a le scientifique, c'est un chercheur qui arrive à faire dialoguer l'histoire, la sociologie, le droit, l'économie avec une très grande finesse, je trouve, pour expliquer les phénomènes qu'il analyse. Mais assez rapidement, c'est vrai que l'homme est inspirant. Je pense qu'ici, vous l'avez senti à l'IDEAP. Moi, je l'ai senti dans tous les diplômes qu'il a pu diriger. Il a dirigé le certificat en management du sport, dont certains étudiants sont ici, anciens étudiants sont ici.
qui a placé la plupart des décideurs dans le monde du sport olympique qui ont suivi cette formation. Il a dirigé de nombreux diplômes en formation continue, en formation initiale aussi. Et c'est vrai que c'est un visionnaire et un organisateur, j'allais dire. Bon, il y a beaucoup de gens qui enseignent le management, j'en fais partie, qui sont très mal organisés, qui parfois ont du mal à manager les choses. Et lui, j'allais dire, assume vraiment ses engagements et a une vision, la porte et vraiment stimule les gens qui sont autour de lui. C'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des acteurs et des amis qui l'ont rencontré au cours de son parcours professionnel. Et je trouve que c'est une caractéristique forte. Et il fait ça tout en gardant une très grande attention pour les autres et une très grande bienveillance pour les gens qui sont autour de lui. Et c'est particulièrement agréable. On ne le sent jamais en tension, même s'il a plein de trucs à faire. Et c'est très agréable de travailler avec lui. Et toujours avec une très grande positivité. Et ça, c'est aussi l'homme et ça fait partie de ses caractéristiques. Y a-t-il une question que vous avez toujours rêvé de lui poser et que vous pourriez lui poser ce soir? Non, j'allais dire, bon, moi je lui ai fait une réflexion parce que ça m'a marqué, parce que ce premier livre, Le système olympique, a été suivi de son dernier livre qui s'appelle Les Jeux olympiques, raviver la flamme, qui est publié dans cette merveilleuse petite collection Le Savoir Suisse. Et ce livre, j'ai trouvé très inspirant. Il arrive effectivement, peut-être à la fin de sa carrière, mais il va encore sûrement beaucoup produire. Et je lui avais dit, et c'est un sentiment qui était partagé par beaucoup d'acteurs du monde olympique et par des chercheurs, que c'était un petit bijou finalement. Ce livre, pour les professionnels du secteur, pour les chercheurs, pour les étudiants. Et c'est vrai que c'est rare d'arriver à produire ça. Donc ce que je voudrais savoir, c'est qu'après ce petit bijou, qu'est-ce que tu envisages comme projet pour nous étonner encore, pour nous faire découvrir encore mieux et nous faire comprendre des coulisses de la gouvernance du CIO et du système olympique? Alors je vous pose, prenez le micro, Jean-Loup Chaplet. Je suis vraiment époustouflé, merci. C'est vrai que, comme tu sais, le sous-titre de ce livre a été utilisé pour la candidature de Sion 2026. On va quand même vous demander ce que vous pensez de ce pincement au cœur du 10 juin. Oui. C'est loin, c'est déjà très loin. Mais effectivement, j'ai un autre projet, et là, le titre sera en latin. Je peux déjà l'annoncer. Et c'est vrai que le latin n'est plus très pratiqué, mais ni le grec d'ailleurs. Ça s'appellera Helvetia Olympica. Donc, ça sera l'histoire de pourquoi la Suisse est devenue une place du sport mondial, avec bien sûr le CIO à Lausanne, mais aussi la FIFA à Zurich depuis 1932, l'UEFA à Berne, puis ensuite à Nyon. Il y a plusieurs collègues de l'UEFA qui sont là, etc., etc. Et l'histoire des candidatures suisses aussi, parce qu'il y a eu énormément de candidatures suisses, beaucoup qui ont raté en votation populaire, et quelques-unes qui ont été un peu plus loin, mais qui n'ont pas réussi, à part Saint-Maurice 48 et Saint-Maurice 1928. Nous avons organisé 2 fois les Jeux olympiques d'hiver à Saint-Maurice. Est-ce qu'à votre avis, la Suisse organisera une 3e fois des Jeux olympiques? Peut-être. Moi, je ne suis pas pessimiste comme Katia, mais j'ai proposé que ça soit à Genève, sur l'arc lémanique. Tout l'arc lémanique, depuis le Valais jusqu'en France, en Savoie, depuis Chambéry jusque dans le Jura français. Vous avez lancé l'idée d'une candidature franco-suisse, en fait. Tout à fait. Qui rayonnerait depuis Genève. Oui, Genève, c'est la 2e plus grande ville suisse, c'est la ville internationale de Suisse, donc pourquoi pas? Eh bien, on espère que c'est une prophétie. Merci beaucoup, Jean-Loup Chaplet. Merci à tous les deux. Nous allons laisser nos 3 témoins regagner leur place. Je vous propose rapidement, parce que l'heure tourne et que nous arrivons à la fin de notre soirée, ou en tout cas de cérémonie, de rester avec moi, Monsieur Chaplet, Monsieur Madère, Madame Orbert, pour nous dire encore en quelques mots quelle est la passion qui va vous animer ces prochains mois, et y a-t-il un projet que vous souhaitez développer maintenant que vous aurez enfin du temps devant vous? Madame Orbert. Alors j'aimerais rassurer tous ceux qui ne croient pas à ma retraite, parce que je considère que je suis en apprentissage de retraite. Et donc je vais d'abord continuer à aller en Afrique. On a des projets, je remercie la direction de l'IDEAP et l'IDEAP de m'avoir, la direction de l'université et la direction de l'IDEAP de m'autoriser à participer à un consortium
où avec l'ONU, le PNUD, la Banque africaine du développement, etc., nous allons former des responsables politiques et surtout des parlementaires à l'évaluation, parce que, comme l'ont dit mes collègues, si les politiques ne sont pas sensibilisés à la mise en œuvre des recommandations en termes d'évaluation, eh bien évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'idée, c'est vraiment de les sensibiliser à ça. Donc je vais continuer. Et puis, j'ai une passion que je vais annoncer, là. Tous mes assistants le savent, et mes amis aussi. J'adore les bébés. Alors, j'adore les bébés et je me trouve dans une situation très paradoxale parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai postulé pour un poste. Jusqu'à présent, je n'ai jamais postulé, on est venu me chercher. J'ai postulé à l'hôpital de Genève pour aller m'occuper des prématurés et des bébés malades et de faire de la calinothérapie. Eh bien, imaginez-vous que je suis sur liste d'attente. Magnifique projet. Jean-Loup Chaplet, qu'allez-vous faire ces prochains mois? Est-ce que vous allez suivre le conseil de Jacques Dubochet, notre prix Nobel de chimie, qui dit il faut 1 année pour apprendre le métier. En fait, il ne faut rien fixer pendant 1 année. Alors c'est le cas en tout cas. Et puis j'ai pas de projet du côté du CHUV, parce que j'ai beaucoup connu le CHUV, mais du côté des malades, du côté des patients. Donc j'ai pas trop envie d'y retourner. Mais non, j'ai pas mal de projets ici, de continuer quelques cours, de continuer quelques mandats, et puis de voir venir. J'ai pas de grands projets. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous les donner, mais je suis sûr que j'aurai plus de temps pour ma famille, bien sûr. Et puis plein d'autres choses qui se feront petit à petit, sans plan particulier. Merci beaucoup. On va poser la même question à Lucius Madère. Alors, pas de projet particulier non plus, mais je vais prendre une année sabbatique. C'est un privilège que je n'ai pas eu, ni comme professeur associé à l'IDEAP, ni comme collaborateur de l'administration. Donc, je pense les derniers moments de prendre cette année sabbatique. Mais j'ai en tout cas l'intention ferme de consacrer beaucoup plus de temps à ma famille. Bravo et merci à tous les trois. J'ai le plaisir de passer la parole à Andreas Ladner pour le mot de la fin et les remerciements de l'IDEAP. Merci beaucoup. Donc, je tiens à remercier à tout le monde qui a participé à cette soirée, ceux qui ont témoigné, Alexandre, Emmanuel, Fred. Vous voyez un peu ce qu'on perd avec ces 3 profs qui partent, mais ce n'est qu'un au revoir, donc ils ne vont pas partir trop loin. On va les revoir, je suis persuadé, je le sais même. Et nous aussi, nous avons dit, il ne faut quand même pas les laisser partir les mains vides. Donc, on s'est mis ensemble et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on leur offre comme cadeau, un tableau, quelque chose comme ça. Mais on a choisi quelque chose de bien plus simple. Il y a 2 options. Donc, soit c'est plutôt quelque chose de gastronomique d'un côté, ou bien un petit voyage en Suisse profonde, donc sur la Rigi, pour faire du wellness, donc pour le bien-être. C'est des propositions pour ces apprentis de la retraite je pense, qui ont encore beaucoup à apprendre. Donc, si vous voulez venir encore rapidement sur scène. Voilà, vous voyez, ça fait du bien de rentrer avec quelque chose. Donc, on a dit, on ne fait pas de distinction fleurs-bouteilles, donc on les laisse partir avec des bouteilles.
Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. T'as encore... Mais oui, mais bien sûr. Ça Donc, m'aurait étonné d'ailleurs. J'improvise et j'aimerais surtout remercier toi, Andreas, tous mes collègues pour cette magnifique soirée que vous nous avez organisée, tous les organisateurs de cette soirée. Et j'aimerais vous dire que vous nous avez entourés toujours, ce soir encore en plus, et vous m'avez fait un plaisir tout particulier en invitant un groupe africain parce que c'est l'une de mes musiques préférées et je suis sûre que c'est la même chose pour mes collègues. Merci en tout cas à tous et merci à l'équipe d'organisation. Bon, alors, ouais, nous arrivons au bout. Je rends le micro à Nathalie Rondin qui a animé cette soirée. Merci beaucoup à vous aussi. Et puis, vous nous donnez la suite. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir pour cette célébration. Nous allons en finir en musique, une sortie en musique et un cocktail dînatoire vous attend à l'extérieur sur la terrasse. Merci à tous, excellente soirée. Franchement, très belle soirée. Madame Katia, vous êtes la bienvenue, ainsi que vos collègues, et vous tous, hein. Vous êtes la bienvenue, tout particulièrement vous. Hein. Je n'ai pas les moyens pour les billets d'avion, mais vous êtes la bienvenue chez moi. Là. Il n'y a aucun problème. Bienvenue. Ah non, c'est dans la famille, vous êtes la bienvenue. Dans le pays, vous êtes la bienvenue. Partout. Alors, je vous présente le premier téléphone. Et c'est vrai, les ancêtres fabriquaient ça pour donner des nouvelles de village en village. Et pour donner ces nouvelles-là, des fois, aujourd'hui, de nos jours, on est 2018, quand tu dis ça, ils vont dire « Ouais, mais comment est-ce qu'ils peuvent donner des nouvelles avec un tout petit instrument comme ça ?» Bref, en ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de circuits. Donc, ils montaient de colline en colline pour donner juste des nouvelles. Là, je vais y aller juste mollo, pas très très fort. Ça, on est dans une salle, sur une colline, ça donne encore une autre résonance. Ça s'appelle le tambour parlant, ce qui s'appelle tel qu'il drum.